Immobile dans l'embrasure de la porte de l'aile de la grande maison, l'enfant de 7 ans serrait un lapin de chiffon usé jusqu'à la trame, tandis que la voix de sa mère, 3 étages plus bas, décrivait avec une précision clinique l'échec d'un énième spécialiste. Les mains de Stéphane se figèrent sur la rampe en chêne qu'il était en train de polir. L'enfant n'avait pas produit le moindre son depuis son arrivée à l'aube, pourtant ses yeux suivaient chaque geste de ses outils avec une fixité qui lui oppressait le cœur. 7 ans, et pas un mot depuis sa naissance. La gouvernante, Monique, l'avait chuchoté comme on révèle un secret honteux. Cette année d'un silence impénétrable, en dépit de la légion de thérapeutes et d'experts que sa mère, richissime, avait convoquée. Cependant, quand Léo, le fils de 6 ans de Stéphane, arriva de l'école et entreprit de poncer un petit cheval de bois façonné dans des chutes, un frémissement imperceptible parcourut la petite fille. Elle avança d'un pas, puis d'un autre, chaque mouvement semblant coûter un effort immense, comme si elle se déplaçait dans l'eau. L'initiative que prit Stéphane à cet instant allait faire voler en éclats toutes les certitudes de cette famille sur le silence, la parole, et le gouffre inimaginable entre la volonté d'une mère et la voix de sa fille. Le domaine de la grande maison se dressait tel un bastion de la fortune établie, dominant la colline qui plongeait vers un port normand. Stéphane rénovait des maisons depuis une quinzaine d'années, mais des lieux comme celui-ci provoquaient toujours chez lui une tension intérieure. Ce n'était pas de la crainte, mais plutôt le poids de la certitude que derrière ces façades impeccables, la douleur humaine était la même, universelle et tenace. Monique, la gouvernante principale, l'avait guidé le premier jour avec une brusquerie efficace. Restaurer l'escalier en chêne, réparer les infiltrations sur les corniches, vernir les bibliothèques. Des tâches claires. Ce que Monique avait omis, c'était la présence de l'enfant. Stéphane travaillait depuis environ 2 heures, le va-et-vient de sa ponceuse créant un bourdonnement apaisant dans le hall caverneux, lorsqu'il sentit cette démangeaison familière à la nuque, le signe qu'on l'observait. Il pivota avec lenteur. Elle était là, petite silhouette vêtue de blanc, encadrée par la porte, ses longs cheveux sombres tombant en rideaux. Dans ses bras, un lapin en peluche à l'agonie, une oreille pendante, le velours râpé par des milliers d'heures de contact. Leurs regards s'accrochèrent. Stéphane s'attendit à une question, un bonjour, un murmure. Rien. Elle le dévisageait avec une gravité qu'il connaissait bien, pour l'avoir vu dans les yeux de son propre fils après le drame. Le regard de ceux qui ont compris trop jeune la précarité du bonheur. Il se remit à sa tâche, mais après quelques minutes, il se mit à parler tout haut, pour personne et pour tout le monde. Il décrivait son travail, expliquait les propriétés du chêne, la nécessité de respecter son grain, la manière dont la lumière révélait la profondeur de ses veines. Elle ne bougea pas, ne répondit pas, mais elle resta. Une petite statue attentive. Le soir, Monique vint le chercher. Madame Dubois désire vous voir. Il la suivit dans un bureau imprégné d'une odeur de cire, de vieux papiers et de parfums de luxe. Valérie Dubois trônait derrière un bureau massif, sa chevelure blonde arrangée avec un soin méticuleux. Elle semblait plus jeune qu'il ne l'avait supposé, la quarantaine à peine, dotée de cette beauté que l'argent et les gènes peuvent parfaire. Mais son regard trahissait une tension, une fêlure. Monsieur Haas, lança-t-elle abruptement, Monique m'informe que ma fille vous a observé tout l'après-midi. Manon ne fait jamais cela. Elle n'a de contact avec personne, hormis ses thérapeutes et Monique. Je veux savoir ce qu'il s'est passé. Stéphane choisit ses mots. Rien ne s'est passé, madame. Je travaillais, elle regardait. Je ne l'ai ni approché, ni interpellé. Valérie le sonda du regard. Manon n'a pas prononcé un mot depuis sa naissance. 7 ans de spécialiste. Ils ont exclu toute cause physiologique. Elle choisit de ne pas parler. Le mot « choisi » était chargé d'un mélange d'impuissance et de reproche. Si mon travail l'intéresse, continuez. Mais ne tentez rien pour la faire parler. Aucune pression. Plongeant son regard dans celui de Valérie, Stéphane y décela une peur panique sous le vernis de l'autorité. Mon fils, Léo, est resté muet pendant 8 mois après le décès de sa mère. Tout le monde y allait de son conseil, voulait le réparer. Il marqua une pause. Ce qui a marché, finalement, ce n'est pas de l'inciter à parler. C'est de lui offrir une raison de le faire. L'expression de Valérie se nuança. Laquelle ? La construction. De petits objets en bois. Il ne contrôlait plus rien dans sa vie, mais il pouvait contrôler ce que ses mains créaient. Le jour suivant, Manon était déjà là quand Stéphane arriva, son lapin fétiche pressé contre elle.
Vers 10h30, un appel de l'école de Léo, une petite bagarre. Il fallait venir le chercher. À sa grande surprise, Monique intervint. Ramenez-le ici. Qu'il reste avec vous pendant que vous travaillez. Quand ils pénétrèrent dans l'allée, Manon se leva doucement, faisant 2 pas mesurés dans leur direction. Léo la dévisagea, et une forme de reconnaissance immédiate passa entre eux. Fouillant dans son cartable, il en sortit son cheval de bois, encore à l'état d'ébauche. Il le tendit à Manon. Elle le prit, le fit tourner entre ses doigts, puis leva les yeux vers Léo et acquiesça une unique fois. Elle s'assit ensuite, le cheval dans une main, le lapin dans l'autre, et les observa tandis que Stéphane montrait à Léo comment adoucir les arêtes du bois avec du papier de verre. La semaine qui suivit vit s'établir une routine silencieuse. Stéphane trouvait Manon à son arrivée. Léo les rejoignait après la classe. Le trio évoluait dans une harmonie paisible. Stéphane amenait des chutes de bois variées. L'attention de Manon redoublait quand il évoquait la patience, la précision, le dialogue avec la matière. Le 6e jour, Stéphane apporta une petite boîte en kit. Il montra à Léo comment les angles devaient s'ajuster, puis laissa les éléments près de Manon. 20 minutes s'écoulèrent. Quand il se retourna, Manon avait agencé toutes les pièces dans l'ordre exact de montage. Le visage de Léo s'éclaira. « Tu as tout bien mis. » Pour la toute première fois, les commissures des lèvres de Manon s'étirèrent en un semblant de sourire. Le soir même, Valérie fit son apparition. Son regard se posa sur les pièces de bois parfaitement ordonnées. Elle n'a jamais fait ça. Stéphane s'essuya les mains. Elle regarde. Elle apprend. En silence. Mes spécialistes préconisent de limiter ses contacts avec des personnes non qualifiées, de peur de renforcer son mutisme dit sélectif. Stéphane songea à la cohorte d'experts qui s'était penchée sur Léo. Votre fille n'a pas à être renforcée ou réparée. Elle a besoin d'un espace où trouver ce qu'elle veut dire, et à qui. Une lueur d'humidité passa dans les yeux de Valérie. Poursuivez votre travail. Si Manon veut regarder, qu'il en soit ainsi. Le lundi suivant, l'aile était déserte. Monique apparut, le visage soucieux. Madame Dubois a interdit à Manon de venir. Un spécialiste a tenté de lui confisquer son lapin ce week-end, et elle a fait une crise. Madame préfère donc limiter tout changement à sa routine. Monique ajouta à voix basse, l'enfant est cloîtré dans sa chambre depuis samedi. Elle refuse de manger, de communiquer. Ces 2 semaines avec vous, c'était la première fois que je la sentais. Là. Je dois terminer la bibliothèque, déclara Stéphane posément. 2e étage, aile ouest. Une étincelle de complicité brilla dans les yeux de Monique. Je vous y mène. Cet après-midi-là, Stéphane travailla différemment. Il commentait chacun de ses gestes à voix haute, sa voix se propageant volontairement depuis la bibliothèque ouverte jusque dans le couloir. Il parla de la première voiturette en bois de Léo, de sa défunte épouse, de sa conviction que le silence n'équivalait pas à l'absence. Au bout d'1 heure, il perçut un bruit. Un quart d'heure plus tard, Manon était dans l'encadrement de la porte, son lapin brandi comme un talisman. Stéphane prit un morceau de pain et du papier abrasif. Il les déposa par terre, non loin d'elle. Celui-ci doit être adouci, en suivant bien le fil du bois. Il faut de la patience. Il se remit au travail. Un long moment s'écoula. Puis, le son léger et régulier du papier de verre sur le bois se fit entendre. Ils œuvrèrent ainsi, dans un silence partagé, jusqu'à la fin de la journée. Quand Monique vint les chercher pour le dîner, elle s'arrêta net. Manon, assise sur le parquet, ponçait le morceau de pain avec une application extraordinaire. Le regard de Monique croisa celui de Stéphane, chargé d'un espoir immense. Le lendemain, Valérie l'attendait, le dos droit comme un i. Monique m'a rapporté que vous aviez sciemment travaillé près de la chambre de Manon, contre mes instructions. J'ai travaillé là où se trouvait mon ouvrage. Si Manon a entendu et a choisi de venir, c'était sa décision. Valérie se retourna, les yeux injectés de sang. Avez-vous idée de ce que c'est, de voir son enfant murer dans le silence? De se demander chaque jour si elle vous en veut de ne pas avoir été là quand tout a basculé? Oui, répondit simplement Stéphane. Il lui parla de l'accident, des 8 mois de mutisme de Léo. Physiquement, il n'avait rien. Mais les mots étaient partis. Valérie s'assit, ses mouvements d'une raideur contrôlée. Le père de Manon est mort il y a 5 ans.
Un accident de la route. Elle était dans la voiture. Le diagnostic a été un mutisme sélectif post-traumatique. Elle se tordait les mains. Ce week-end, le spécialiste a insisté sur le fait que le silence était une stratégie d'évitement, que son lapin était une compulsion. J'ai donc assisté à cette scène où un étranger tentait d'arracher à ma fille son unique réconfort. Quand Manon s'est débattue, j'ai eu l'impression de l'abandonner une fois de plus. Vous ne l'avez pas abandonnée. Vous la protégez comme vous pouvez. Mais si la véritable menace n'était pas le silence lui-même? Valérie le fixa, désemparée. Pourquoi un artisan y arrive-t-il là où tous les experts ont échoué? Je n'essaie pas d'y arriver. Je lui offre un espace où exister, sans aucune attente. Léo et moi, nous travaillons le bois parce que ça a du sens, un sens que les mots n'ont pas toujours. Il la regarda droit dans les yeux. Manon le sent, peut-être. Et si elle ne reparle jamais? Et si le but n'était pas de la faire parler, mais de la rendre assez sereine pour qu'elle en ait envie? Valérie s'effondra, son visage entre ses mains. Quand elle se redressa, le masque était tombé. Je ne sais pas comment être la mère qu'il lui faut. Cesser d'engager des gens pour la guérir. Passer du temps avec elle, à faire une activité qui se passe de mots. Il montra les étagères. Asseyez-vous et poncez un bout de bois à ses côtés. Soyez juste là, dans le silence. Mais je n'y connais rien. Manon non plus. Là n'est pas l'important. Cet après-midi-là, Manon apparut. Léo arriva vers 15 heures. 1 heure plus tard, Valérie les rejoignit, et Stéphane l'invita à observer comment il apprenait à Léo à appliquer de la lasure. Valérie s'agenouilla près de son fils. Stéphane la guida. Sa première passe était trop chargée. Plus léger. Le bois absorbe ce dont il a besoin, si on lui en donne le temps. Ils travaillèrent ainsi une bonne heure. Une fois sa pièce terminée, Léo fit rouler une petite voiture en bois vers Manon. Elle la saisit, inspecta le mécanisme des roues, et la renvoya avec une grande précision. Un jeu silencieux s'instaura entre eux. Valérie les regardait, des larmes coulant sur ses joues. C'est ainsi qu'elle jouait avec son père. Elle est toujours là. Elle cherche juste son chemin, à son propre rythme. Les 2 semaines suivantes, Valérie fut présente chaque jour, apprenant à poncer, à teinter. Elle était gauche, mais persévérante. Manon observait sa mère avec une attention nouvelle, cette femme d'ordinaire entourée d'experts, désormais les cheveux pleins de sueur. Un après-midi, Stéphane sortit le nécessaire pour assembler une boîte. Manon regarda, puis se rapprocha. Il y a un autre jeu de pièces là-haut, si tu veux. Lentement, elle alla chercher les pièces. Bloquée sur un assemblage, elle leva les yeux vers Stéphane et lui tendit les morceaux. La question était là, muette. Stéphane s'assit près d'elle. Regarde, il faut juste pivoter comme ça. L'angle s'emboîta. Elle contempla l'objet, puis Stéphane, et acquiesça. Léo s'exclama, tu y arrives, Manon. Et Manon sourit. Un vrai sourire, large et lumineux. L'assemblage des boîtes prit 3 jours. Le dernier jour, Léo demanda, qu'est-ce que tu vas mettre dans la tienne? Manon fixa sa boîte, puis Léo, et ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit, mais l'effort était visible. Pour la première fois depuis des années, Manon avait essayé de parler. Léo se contenta d'un hochement de tête. Super. Le soir, Valérie aborda Stéphane. Demain, nous sommes samedi. Accepteriez-vous, Léo et vous, de venir? Juste pour construire quelque chose ensemble? Tous les 4. C'était une invitation, pas une commande. Si nous venons, ce sera en amis, répondit Stéphane. Le samedi, l'aile avait des allures d'atelier. J'ai pensé que nous pourrions fabriquer une bibliothèque pour la chambre de Manon, proposa Valérie. La journée fut consacrée au projet. En fin d'après-midi, le meuble était debout. Imparfait, mais tangible. Manon tendit la main vers sa mère. Valérie s'immobilisa. Les doigts de Manon se refermèrent sur les siens, avec une lenteur délibérée. Valérie serra cette petite main. Au moment du départ, Valérie attendait près de la vieille camionnette de Stéphane. Monique a démissionné. Elle a dit ne plus pouvoir cautionner la négation des besoins de Manon au profit de mon anxiété. Elle avait raison. Vous n'êtes pas le problème. Vous avez été mal conseillé. Et si Manon ne reparle jamais?
Alors vous l'aimerez. Vous serez présente. Vous construirez des choses. Et peut-être que cela suffira à ce qu'elle se sente assez en sécurité pour essayer. Resteriez-vous? Pas comme artisan. Pour passer du temps avec Manon, lui enseigner votre métier. Léo et moi viendrons le samedi. En amis. Le samedi d'après, ils entamèrent un nouvel ouvrage, un établi à la taille de Manon, d'après ses propres plans. Le projet dura 3 week-ends. Manon y ajoutait des détails, des tiroirs, un pot à crayon, chaque modification témoignant d'une assurance grandissante. Le projet de la cabane de jardin les occupa tout l'été. Manon participait à chaque étape, ses croquis gagnaient en précision, et de petits sons commencèrent à émaner d'elle, des fredonnements, de brèves exclamations de satisfaction. Un samedi de juillet, Léo posa la question directement, « Pourquoi tu ne parles pas? Tu fais des bruits, mais pas de mots. » Valérie et Stéphane échangèrent un regard. « Laisse-la répondre si elle le souhaite. » Manon prit son carnet et esquissa 2 silhouettes dans une voiture accidentée, entourée de traits acérés. La plus petite n'avait pas de bouche. Léo décrypta, « Tu as eu si peur que les mots sont devenus dangereux. » Manon opina, des larmes perlant à ses yeux. Léo se rapprocha. « Ma mère aussi est morte dans une voiture. J'ai tout vu. Après, je ne pouvais plus parler. » Manon sanglotait. Léo poursuivit, « Tu n'es pas obligé de parler, mais peut-être que tu as eu peur il y a si longtemps que tu as juste oublié que tu avais le droit de faire du bruit. » Manon regarda Léo, sa mère, Stéphane, et ouvrit la bouche. Le son fut un souffle, à peine audible. « Peur, murmura-t-elle. J'ai eu si peur. » Valérie l'enlaça, pleurant avec elle. « Je sais, ma chérie. Pardon. Je n'avais pas compris. » La voix de Manon se fit plus nette. « Pas cassée, comme a dit Léo. Juste peur. Mais plus maintenant. » Léo la serra dans ses bras et elle éclata d'un rire clair et sonore. La cabane fut achevée mi-août. Le jour de l'inauguration, Manon, debout sur le seuil, déclara « Merci d'avoir construit avec moi, de ne pas m'avoir jugé, d'avoir été là. » Elle ajouta « Léo, tu es mon meilleur ami. Stéphane, tu m'as appris que le silence est parfois nécessaire. Maman, je t'aime. » Même quand je ne le disais pas, Valérie l'étreignit. « Je t'aime plus que tout. Toujours. » Sur le chemin du retour, Léo demanda, « Papa, quand je ne parlais plus, tu as cru que c'était pour toujours? » Parfois. Mais surtout, j'ai continué à t'aimer. C'est ce que tu as appris à la maman de Manon. Les samedis se succédèrent. Manon parlait de plus en plus, sa voix s'assurait. Il y avait encore des jours sans mots. Mais c'était désormais un choix. Un samedi d'octobre, elle demanda, « Stéphane, comment tu savais que je n'étais pas cassé? » C'est Léo qui me l'a appris. Il m'a appris que le silence n'est pas le vide. Manon se tourna vers sa mère. « Maman, ça te rend heureuse que je parle? » Ça me rend heureuse que tu aies le choix. Mais ce qui me rend le plus heureuse, c'est d'avoir enfin appris à t'écouter, avec ou sans les mots. Un samedi de décembre, Manon annonça, « Je veux retourner à l'école. » La même que Léo. « Tu en es certaine? » demanda Valérie. « Oui. Comme ça, j'aurai quelqu'un qui comprend si j'ai des jours silencieux. » Léo acquiesça. « Je serai là. Et si tu as besoin de silence, j'expliquerai que c'est toi, c'est tout. » En janvier, Manon fit sa rentrée. Les débuts furent une épreuve, mais elle avait des ressources, Léo, des enseignants prévenus, ses projets du samedi. Au printemps, elle s'était intégrée. Un samedi, en fabriquant un nichoir, elle dit, « Stéphane, tu crois que papa serait fier de moi? Il serait fier de la personne que tu es devenue. Pas seulement parce que tu parles. Parce que tu construis, tu crées, tu as su te protéger avant de t'ouvrir aux autres. » Je n'entends plus sa voix dans ma tête. Ça me rend triste. Valérie s'approcha. « Tu ne l'oublies pas. Tu continues à grandir au-delà de sa perte. » Léo, dit Stéphane, parle-lui du pull. Quand maman est morte, je dormais avec son pull. Je croyais que si l'odeur partait, je l'oublierais. Stéphane enchaîna, je lui ai expliqué que l'amour n'est pas dans un pull ou une voix. Il est dans la façon dont on porte les gens en soi. Tu te souviens de ton père à chaque coup de marteau. Manon réfléchit. Donc je peux parler et l'aimer toujours? Oui,
ma chérie. Le bonheur n'est pas une trahison. En fin de journée, Manon sortit une boîte de son sac et tendit un papier à Stéphane. J'ai écrit ça pour vous remercier. La lettre parlait du silence comme d'un refuge, de la peur, du courage, et de la confiance retrouvée. Elle se concluait ainsi, vous ne m'avez pas fait parler. Vous avez fait en sorte que j'ai envie de le faire. C'est le plus beau des cadeaux. Puis elle ajouta de vive voix, je veux écrire un livre sur le silence, pour dire qu'il n'est pas forcément triste ou anormal. Pour les autres enfants silencieux. C'est une idée merveilleuse, dit Valérie, émue aux larmes. Je peux faire les dessins, proposa Léo. C'est exactement ce qu'il faut, conclut Stéphane. L'été fut consacré au livre. Les mots de Manon étaient d'une sincérité désarmante. Léo les illustra. Fin août, l'ouvrage, relié par Stéphane, était achevé. Je veux l'offrir aux enfants qui en ont besoin. Grâce au réseau de Stéphane, ils commencèrent à distribuer des copies. Les mois suivants, des lettres de remerciement affluèrent. Manon répondait à chacune personnellement. Un an après l'arrivée de Stéphane, Valérie organisa une fête. Les familles contactées par Manon vinrent. Des enfants communiquant de 1000 manières emplirent le domaine de vie. À la fin, Manon rejoignit Stéphane. J'ai fait une chose impensable, utiliser mon silence pour aider les autres à comprendre le leur. Tu as fait une chose essentielle, transformer ta souffrance en lien. C'est normal d'avoir encore des jours silencieux. Les jours silencieux sont une pause, pas une régression. Tu ne recules pas, tu respectes ton rythme. Ce soir-là, dans la cabane, Manon confia, je sais ce que je veux faire après. Continuer à construire. Continuer à écrire. Créer des lieux où toutes les différences peuvent cohabiter sans que personne n'ait à changer. Tu as trouvé ta voie, dit Valérie. On pourrait développer le concept, suggéra Stéphane à Valérie. Avec vos moyens et mes compétences, créer un programme pour les enfants en difficulté. Oui. Absolument. L'aile du domaine devint un atelier pour enfants. Valérie monta une fondation. Stéphane forma des animateurs. Des familles vinrent chaque samedi, trouvant un havre où le silence et le bruit étaient également bienvenus. Manon évoluait au milieu de ces groupes avec une aisance naturelle, se connectant aux plus timides. Léo était son alter ego. 2 ans plus tard, le programme était un succès. Manon, 10 ans, était devenue une figure inspirante. Invitée à des conférences, elle déclara, quand j'étais muette, on voulait me faire parler. On croyait que mon silence était le problème. Mais c'était ma solution, ma survie. En essayant de me forcer, on me signifiait que j'étais défectueuse. Ce qui m'a sauvée, ce sont des gens qui se sont assis à mes côtés et m'ont montré que mon silence était acceptable. Pour aider les enfants comme moi, cessez de vouloir les faire parler. Apprenez à écouter leur silence. Son message fit écho. Son livre fut publié et traduit. 3 ans après le début de l'histoire, Manon lança un nouveau projet. Je veux construire une structure pérenne. Elle déplia ses plans. Le jardin des voix silencieuses. Une moitié pour le calme, l'autre pour l'échange, et au centre, un kiosque où les deux se rencontrent. C'est réalisable, dit Stéphane. Le jardin mit 2 ans à voir le jour, construit par les familles du programme. L'inauguration eut lieu 5 ans, jour pour jour, après la première visite de Stéphane. Manon, 12 ans, prit la parole. Ce jardin existe parce que des gens ont cru à l'impensable, que le silence n'est pas une maladie à guérir, que la reconstruction passe par la création commune. Ce jardin est pour tous ceux qui se sont sentis différents, trop silencieux, anormaux. Il rappelle qu'on n'a pas à changer pour être aimé, ni à parler pour être entendu. Ici, vous pouvez être vous-même, et ce sera toujours assez. La foule manifesta sa joie de multiples façons. À l'écart, Stéphane et Valérie observaient Manon et Léo. L'auriez-vous cru, demanda Valérie. Non. Je venais poncer un escalier. Je croyais ma fille perdue. Je n'imaginais pas qu'il lui fallait un menuisier qui comprenait le silence. Il regardait Manon, cet enfant qui avait trouvé sa voie parce qu'on lui en avait laissé le loisir. Le soir, Manon retrouva Stéphane sur un banc. Ils restèrent un long moment sans parler. Merci pour tout, dit-elle enfin. C'est toi qui as fait le chemin. C'est toi qui as tout créé. J'ai encore des jours silencieux. C'est acceptable? C'est parfait.
Le but n'était pas de supprimer ton silence, mais de faire en sorte qu'il soit un choix, et non une prison. Ils restèrent assis dans la pénombre. Le jardin des voix silencieuses témoignait de leur parcours. De la coexistence du son et du silence. De la patience nécessaire à la guérison. De la puissance de l'acceptation inconditionnelle. Stéphane songea au chemin parcouru. D'une famille en crise à une communauté solidaire. D'une enfant mutique à une jeune femme inspirante. D'une mère désespérée à une femme qui avait appris que l'amour, c'est accepter, pas modeler. Tout avait commencé par une simple réparation. Mais c'était devenu une refondation. Le rappel que la guérison n'est pas toujours synonyme d'éradication, que l'intégrité a de multiples visages, et que l'acte, en apparence impensable, d'accepter l'autre tel qu'il est, peut tout changer. Et tandis que Manon s'appuyait contre lui, sereine dans son silence choisi, maîtresse de la vie qu'elle s'était construite, Stéphane sut que la véritable histoire était là. Moins une affaire de parole ou de silence que de lien, de présence, et de la beauté de construire ensemble, un geste patient, un moment partagé, un morceau de bois à la fois. L'histoire de la façon dont l'acceptation transforme, dont la présence répare, et dont l'impensable devient possible quand on croit que chacun, tel qu'il est déjà complet.